On aime tous penser qu'on est des êtres rationnels, maîtres de nos décisions. Mais si tout ça, c'était juste une illusion? Et si notre comportement était en réalité dicté par des lois invisibles, des forces bien plus anciennes que nous? Aujourd'hui, on va essayer de décrypter ensemble ce code caché de la nature humaine. Cette citation, elle est vraiment percutante. Elle nous dit que le changement ne commence pas par un simple acte de volonté, mais par le courage de se regarder en face, vraiment. La véritable maîtrise de soi, ce n'est pas une lutte constante, c'est d'abord une prise de conscience, et ça, c'est le premier pas le plus important. C'est la question qui nous hante un peu tous, non? Pourquoi est-ce qu'on retombe toujours sur le même genre de partenaire? Pourquoi on finit par saboter nos propres réussites? Eh bien, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des schémas. Et ces schémas obéissent à des lois invisibles qu'on va maintenant exposer. Pour comprendre ces schémas, il faut d'abord réaliser que la vie est une sorte de jeu. Un jeu très complexe, avec des règles invisibles qui façonnent nos destins, et la toute première règle, c'est de savoir que ces règles existent. Ignorer ses forces, c'est un peu comme être une marionnette qui ne voit pas ses propres fils. On s'agite, on se débat, mais on finit toujours par refaire les mêmes mouvements, coincés dans des cycles de frustration, sans jamais comprendre qui, au fond, tire les ficelles. Prenons un exemple historique pour bien comprendre. L'expédition athénienne en Sicile. Sur le papier, ça semblait être une idée de génie, mais en réalité, c'était une catastrophe annoncée qui n'est pas née de la stratégie, mais de l'émotion collective, d'une sorte d'ivresse générale. Et c'est là que ça devient complètement fou. Les premiers rapports du front sont mauvais. La défaite est une vraie possibilité. Logiquement, il faudrait se retirer. Mais l'orgueil et l'émotion du groupe en décident autrement. Ils doublent la mise, ils envoient une deuxième armada droit vers le désastre. C'est un exemple terrifiant de la manière dont un groupe peut s'enfermer dans l'irrationalité. Cette folie collective des Athéniens, ce n'est pas juste une vieille histoire, c'est le reflet de nos propres parts d'ombre. Pour comprendre ces forces qui agissent dans le monde, le voyage doit commencer à l'intérieur de nous. Il est temps de se regarder dans le miroir. On porte tous un masque social, c'est ce qu'on appelle la persona. Et attention, ce n'est pas forcément de l'hypocrisie, c'est une nécessité pour vivre en société. C'est le visage poli, contrôlé, qu'on présente au monde pour pouvoir coopérer, pour se protéger aussi, et pour ne pas exposer à chaque instant le chaos de nos pensées. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Derrière le masque, il y a notre part d'ombre. Ce sont nos insécurités, nos colères, nos jalousies refoulées. Et quand la pression monte, que le stress est là, le masque se fissure et c'est l'ombre qui prend le dessus. C'est elle qui nous fait agir de manière parfois complètement destructrice. Richard Nixon, c'est vraiment l'exemple parfait de cette guerre intérieure. D'un côté, il avait le président, l'homme d'État, calculateur et brillant, et de l'autre, un homme hanté par la paranoïa et le ressentiment. Et au final, c'est cette part d'ombre, tapie dans les coulisses, qui a tout fait s'écrouler. Ces mots qu'il a prononcés juste après sa démission sont d'une lucidité tragique. Il a compris, mais bien trop tard, que son pire ennemi n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. C'est une prise de conscience qu'il a payée au prix fort. Une fois qu'on a commencé à voir son propre masque, on débloque une nouvelle compétence, en quelque sorte, celle de lire derrière les masques des autres. Comment on fait pour décoder ce qu'ils ne disent pas, ce que leurs actions révèlent malgré eux? Prenons un cas extrême, un vrai maître dans l'art de la persona, Staline. Son image publique, l'oncle Joe, un homme simple, le petit père des peuples. La réalité, derrière le masque, une paranoïa et une cruauté absolument sans limite. Sa cordialité n'était rien d'autre qu'un outil. Il pouvait rire avec ses amis le soir et signer leur arrêt de mort le lendemain matin. Il se délectait de leur chute, un signe terrifiant de son véritable caractère, qui était totalement caché par son image publique. Bon, revenons à des profils plus courants. Le beau parleur, par exemple. Il nous séduit avec de grandes idées, de belles promesses, mais au fond, il ne termine jamais rien. Sa peur de l'échec est plus forte que son ambition. Il faut donc apprendre à regarder ses actions passées et pas seulement ses promesses pour le futur. Et puis, il y a le courtisan. Toujours agréable, toujours souriant, toujours d'accord. Mais sa gentillesse est une arme. Il évite le conflit direct, mais ses actions en coulisses peuvent être dévastatrices. On a tous connu ce genre de personne, non? C'est une forme de passivité-agressivité conçue pour manipuler sans jamais avoir à se salir les mains. Savoir identifier ces masques et ces schémas, c'est une chose. C'est de la défense, en quelque sorte. Mais comment passer à l'attaque? Comment transformer cette connaissance en un véritable outil pour construire, pour créer et pour maîtriser son environnement? Coco Chanel a brillamment montré comment maîtriser la nature humaine. Elle a compris une chose fondamentale. On désire ce qui nous échappe, ce qui reste mystérieux. Elle ne vendait pas juste des produits, elle vendait un fantasme, en orchestrant savamment sa présence et son absence. Et à l'opposé, on a l'échec de Philippe II d'Espagne.
Il a passé des années à tout planifier dans les moindres détails. Mais il était tellement obsédé par son plan parfait qu'il n'a pas vu que le monde, lui, avait continué de bouger. Au moment de lancer son armada, il se battait contre une réalité qui n'existait déjà plus. C'est une leçon terrible sur le danger d'être trop rigide. Tout cela nous amène au but ultime. Parce que cette connaissance, au fond, ce n'est pas un outil pour manipuler les autres. C'est une clé, la clé pour la plus grande des conquêtes, celle de notre propre liberté. L'histoire de Tchekhov est profondément inspirante. Au lieu de rester une victime de son destin, de la cruauté de son père, il a utilisé cette expérience douloureuse pour comprendre la nature humaine et la transformer en art. Et voici sa révélation, l'arme qu'il a choisie pour se libérer. Face à l'injustice, il aurait pu choisir la haine, le ressentiment, la plainte. Il a choisi autre chose, le travail et l'amour. Il n'a pas changé son passé, il a changé la manière dont ce passé pouvait le servir. Ce concept, l'amour fati, est au cœur de la maîtrise de soi. Ça ne veut pas dire être passif, bien au contraire. Ça veut dire accepter pleinement sa réalité, même la maladie, même l'échec, et s'en servir comme d'un carburant pour devenir plus fort et plus créatif. Et on va terminer sur cette idée. Comprendre les lois de la nature humaine, ce n'est pas un point d'arrivée. Il n'y a pas de diplôme à la fin. Le véritable pouvoir, la véritable liberté se trouve dans la quête elle-même, dans l'effort constant pour se comprendre, pour comprendre les autres, et pour jouer le jeu avec un peu plus de sagesse chaque jour.